le campus Saint-Charles, à proprement parler, que vous voyez là, entouré, et je vais faire ça ici, cette partie-là, c'était ce qu'on appelait les cliniques Saint-Charles. Donc cet ensemble immobilier, c'est l'ensemble le plus ancien, bâtiment 17e et 18e siècle. Et ici, les cliniques Saint-Charles, beaucoup plus récentes, plutôt des années 30, qui ont été réhabilitées en logement. Donc, si on zoome sur notre terrain, donc tout ça, on voit que l'ensemble immobilier est composé un premier bâtiment du XVIIe siècle qui a composé la première tranche d'intervention et qui était appelé l'hôpital général. En fait, il avait été programmé par Louis XIV pour nourrir les indigents. Précisément, c'était plutôt pour les enfermer, parce que ça faisait un peu tâche d'avoir les pauvres dans la rue. Mais ça n'a pas tellement changé. Maintenant, quand on n'en veut pas, on les met ailleurs. Et là, on les enfermait. Donc, on peut dire que ce bâtiment du XVIIe siècle était un peu comme une prison, quand même. Hein. Quand on y entrait, on n'en sortait pas beaucoup. Il était assez peu percé. Et on ne soignait pas vraiment. Même si ça s'appelait l'hôpital, on nourrissait, mais on ne soignait pas vraiment les gens. Et puis, un peu plus tard, il y a eu un bâtiment donc au XVIIIe siècle qui a été construit par Giral, un architecte célèbre à Montpellier. Le premier bâtiment, c'était Armand, et Giral est intervenu en suivant. Et ensuite, Giral a construit la deuxième tranche, plutôt les incurables. Alors, en fait, celui-là, c'était vraiment un hôpital où on essayait de soigner les gens, mais comme on ne savait pas faire grand-chose, on les a appelés les incurables. Alors, pourquoi ça a une importance, ces deux choses? C'est que ces deux bâtiments qui sont construits de façon très différente. Le premier est construit de façon assez sommaire, avec des moellons, de l'enduit, des petits percements. Donc il n'y a pas beaucoup de nature, c'était pas considéré comme un bâtiment noble. Alors que le deuxième, vous le verrez, c'était un bâtiment où on voulait vraiment faire quelque chose pour les soigner. Donc c'est un bâtiment en pierre de taille, avec beaucoup plus de mode et nature. Et donc une richesse patrimoniale plus importante. Donc on a commencé par la tranche 1, l'hôpital général, ensuite la tranche 1 qu'on a livrée, je vérifie les dates, en septembre 2011, après 3 années de chantier, qui ont duré de 2000, alors que je ne me trompe pas, de 2008 à 2011, et la tranche 2, 3 années de chantier également, de 2014 à 2017. Il y avait une extension, il y a peut-être toujours une extension possible, mais actuellement elle n'est pas financée. Après avoir utilisé tous ces bâtiments pour soigner vaguement les gens, les incurables à un moment donné sont devenus un dépôt de police, et puis ensuite, on va dire que depuis le début du 19e siècle, c'était de nouveau un hôpital, et même le CHR de Montpellier a occupé les locaux jusque dans les années, alors je ne suis pas une historienne précise, mais dans les années 80-90, puisqu'il y a encore pas mal de gens qui ont connu des gens soignés dans cet hôpital. Et en 1997, au départ du CHR, parce que c'était vraiment très peu adapté à l'usage, les bâtiments ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cependant, alors je ne sais pas ça du tout, voilà. La chapelle qui est ici avait été très vite classée dès 1947 en tant que monument historique. Ce qui explique qu'elle était en très bon état et que tout le reste a été abandonné, squatté, dégradé pendant très longtemps avant le classement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez constaté par rapport aux dates que je vous ai données, nous on a gagné ce concours en 2003. Et finalement, on a livré notre dernière tranche en 2017, donc on a quand même travaillé un certain nombre d'années sur le sujet. Alors, ce qui peut expliquer ça, il y a des tonnes d'explications, des multiples explications, mais au départ, on avait gagné un concours qui était lancé par l'État, qui, de façon un peu maladroite, je pense, avait assez peu associé les représentants locaux de la culture, les ABF, etc. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on a eu des négociations très âpres avec la DRAC, avec l'ABF, qui ont fait perdre beaucoup de temps au projet. Peut-être qu'ils l'ont enrichi, mais mine de rien, qui ont fait en sorte que ça traînait.
Ensuite, au moment où c'était sur le point de sortir, on est tombé au moment où à Montpellier, il y avait des énormes chantiers comme la nouvelle mairie, Pierre Vive, avec énormément d'argent. Donc les entreprises n'étaient pas très intéressées pour postuler pour des appels d'offres où gagner beaucoup moins d'argent. Ce qui a fait qu'on a eu des appels d'offres infructueux, parce qu'il faut savoir que les budgets État ne sont pas du tout aussi élevés que les budgets région ou que les budgets même ville. L'État est pauvre depuis longtemps, donc ça n'intéressait pas tellement les entreprises, donc on a dû refonder le projet pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent plutôt. Donc des appels d'offres infructueux, des reprises des études, et puis quand on perd du temps, on change de gouvernance, donc changement de président. Quand on change de président, on change de programme, donc on retravaille. Donc tout ça explique que, bon an, mal an, après on n'a plus les financements, donc ça fait 13 ans qu'on travaille sur ce site. Alors, donc je vais d'abord vous montrer quelques photos des bâtiments quand on les a, tels qu'ils étaient quand on est arrivé. Donc place Albert Ier, bon, tout le monde connaît cette église, qui a toujours fonctionné comme une église d'ailleurs, et qui était en bon état. Mais c'était bien le seul endroit qui était en bon état. Déjà latéralement, face au tram, vous voyez que c'était bien dégradé. Donc là, c'est l'hôpital général. Et puis, à l'opposé de la place Albert Ier, donc la façade parallèle, mais à l'opposé, voilà l'état dans lequel on a trouvé... il y avait même un petit bâtiment devant qu'on a démoli. Alors, pourquoi on était dans cet état? Parce que le CHR qui utilisait les locaux s'était accommodé de tout ça, avait bouché des percements, créé d'autres percements, mis des ventilations, modifié des toitures, enfin bon, on était donc dans un état très dégradé. Le bâtiment était composé, de l'hôpital général, donc la première tranche, était composé de 2 belles cours, mais tout ça était quand même, bon là vous le voyez, dégradé, mais très peu percé aussi, avec aussi on ne le voit pas beaucoup, mais vous voyez par exemple ici, il y avait une grande fenêtre en longueur qui avait été créée par le CHR, les percements étaient détériorés, bon voilà, donc ça aussi c'était bien abîmé. À rez-de-chaussée, là encore, on avait évidemment des tuyauteries qui partaient dans tous les sens, des voûtes abîmées. Je dirais que ça, c'est presque une des plus belles salles où on a pu prendre des photos, mais voilà. Ça, c'était d'autres salles centrales, donc avec un autre type de voûte en plein cintre. Voilà. Et là, par exemple, c'est les vues qu'on avait depuis l'intérieur sur les cours. Donc on avait des tout petits percements. Et ce bâtiment était, ce que je disais, c'est pour ça on ne cherchait pas à mettre les gens en contact avec l'extérieur, au contraire, c'était des tout petits trous, pour surtout pas qu'on les voie et pour surtout pas qu'ils voient. L'aide des incurables, donc, vous voyez tout de suite, même si le bâtiment était très dégradé, on voit que c'est un bâtiment en pierre de taille, bon, qui là aussi a été revu par le CHR, par exemple, des grands percements comme ça, évidemment ça n'existait pas. Mais on voit, à l'origine, on sait qu'il y avait un ordonnancement de ces bâtiments. Ça, c'est côté rue Henri Serre. Bon, là aussi. Une cour, qu'on appelle la cour des incurables, qui était prometteuse par l'espace qu'elle proposait, bien ensoleillée d'ailleurs, qui donnait envie de travailler, mais très dégradée. Bon, là, vous voyez dans le détail des parties bouchées. Il n'y a par exemple aucune menuiserie, bien sûr, d'époque sur ces bâtiments. Des tags, des pierres pourries, endommagées, etc. Dans la tranche 2, il y avait aussi 2 très jolis passages, des porches couverts, enfin oui voilà, des porches ouverts et couverts. Un bel escalier qui nous inspirait bien, mais par contre très dégradé, très vandalisé, les gens se sont servis, il y a des marches entières en pierre qui ont été ôtées, des garde-corps ôtés, voilà. Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire en arrivant, c'est que les bâtiments tels qu'on les a trouvés ne répondaient évidemment pas du tout à un programme comme des universités, une université, puisque quand on fait une université, a priori, ce sont des lieux ouverts sur l'extérieur, à la fois pour voir sur l'extérieur et pour qu'on voit l'activité de l'intérieur, c'est le propre des universités. C'est aussi des lieux ouverts intérieurement, parce que la communication, c'est très important, entre les étudiants, entre les professeurs et les étudiants, c'est donc des lieux de circulation, de fluidité.
La preuve en est tous les learning centers qu'on fait en ce moment, donc c'est bien qu'il y a ce genre de besoin. Vous vous doutez bien qu'avec nos murs épais de 1 mètre à la base, avec des voûtes qui allaient jusqu'à 2 mètres d'épaisseur en partie haute, ça a été bien opaque et que nous, un de nos principaux problèmes là-dessus, ça a été de traiter la circulation, la transparence, la vision, et voilà. Ça, c'est, comment dire, nos préoccupations architecturales et de fonctionnement. Alors, évidemment, je ne sais pas quelle heure je dis ça, je vais vous présenter les 2 tranches. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui est, qu'on ne voit plus du tout et qui sont des travaux préalables sur les 2 tranches, par exemple. Il n'y avait aucun plancher qui était apte à supporter les activités qu'on devait construire dans ce bâtiment, puisqu'on a des surcharges d'exploitation pour des universités qui sont bien supérieures à ce que peuvent supporter ces planchers. Donc on a repris tous les planchers, c'est-à-dire qu'on les a connectés, on a recoulé des dalles dessus, donc c'est des travaux lourds. Les maçonneries, elles étaient toutes, surtout dans l'hôpital général, alors dans l'hôpital général, elles étaient enduites de ciment. On a décrouté à l'intérieur, à l'extérieur. On a sorti des tonnes de semi-remorques de gravats. On a refait, la plupart des charpentes étaient complètement pourries parce qu'elles avaient pris l'eau. On a refait toutes les toitures. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps. C'est pas spectaculaire, mais ça existe. Je vais plutôt vous montrer ce qui est propre à l'université, à la fois techniquement et architecturalement. Alors, quand on est arrivé, la première fois qu'on a visité l'hôpital général, donc la tranche 1, pour être parfaitement honnête, en sortant de là, moi je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est l'intérêt de réhabiliter ce bâtiment, tellement il était glauque, voilà. Et on s'est mis à analyser les bâtiments, se dire, mais il n'y a pas de... Architecturalement, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, on avait un architecte patrimoine associé à l'équipe, qui lui a étudié ce qu'il fallait conserver, etc. Mais nous, on a regardé ça avec un œil très neuf, parce qu'on n'avait jamais fait de patrimoine. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous intéresse dans ce premier bâtiment? Les étages n'avaient aucun intérêt, il n'y restait rien d'ancien. Donc c'était pas là-dessus qu'on allait se focaliser. À rez-de-chaussée, il y avait une chose qui était très belle, c'est un potentiel, on va dire, il y avait des voûtes partout. Tous les rez-de-chaussée étaient voûtés. Donc on s'est dit, il faut mettre en valeur ces voûtes. Après, on a vu ces cours dont la proportion nous plaisait beaucoup, et la simplicité de ce plan aussi. Donc on s'est dit, c'est ça qu'on va travailler architecturalement parlant. Donc, ça c'est le plan de l'existant. Ce bâtiment, initialement, il était divisé en 2, avec un mur vraiment séparatif, puisqu'on avait les hommes d'un côté, non seulement on était enfermés, mais on n'était pas mélangés. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et il y avait la chapelle où vaguement on se rencontrait au premier étage pour assister à l'office, et en partie basse, les cuisines et les communs. Donc, doublement, ça ne peut pas convenir à une université où on a une mixité, où on n'avait pas non plus un programme double. On aurait pu avoir, je ne sais pas moi, une IUT de quelque chose et un autre IUT d'autre chose. C'était pas le cas, c'était un bâtiment unitaire. Donc on s'est dit que très vite, il fallait qu'on puisse traverser ce mur, qu'on puisse mettre en communication les cours, mettre en communication tout. Alors on a commencé par démolir le bâtiment du XXe siècle, qui était très moche, fait par le CHR. Et ensuite, voilà, à partir de cette analyse, on a dit, il faut percer ce mur et mettre en communication. Donc on l'a fait. Alors quand je dis un mur, c'est un pied de voûte. Hein. Ensuite, on a regardé comment on circulait. Le bâtiment avait un escalier ici et un autre escalier. D'ailleurs, cet escalier est classé. Le reste étant inscrit, mais celui-là est classé. Évidemment, vu la taille et le linéaire de bâtiment, ça ne suffisait pas pour distribuer un bâtiment qui reçoit quand même 1000 élèves. Enfin, il y a pas 1000 élèves, mais un effectif de 1000 personnes. Donc, il a fallu créer des escaliers. Parce qu'en équipement public, donc on a créé un escalier ici, un escalier là, un ascenseur et un ascenseur, pour résoudre les problèmes de cul-de-sac, etc. Et puis ensuite, le fait qu'on doive, à terme, on savait qu'on allait réhabiliter aussi CEPEL, on savait qu'on allait ici construire une extension potentielle, et il y avait le tram qui passait là. Donc le programme disait qu'il fallait inverser le sens de fonctionnement du bâtiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'accéder par la place Albert Ier, tout devait fonctionner par ici, ce qui était assez logique par rapport à la multiplicité programmatique.
Donc on a décidé de créer un hall central qui, lui, ne participe pas au dégagement réglementaire, mais qui permettait de drainer l'ensemble. Donc, une fois qu'on a eu ça, on a dit ça devient l'entrée centrale. Ça, c'est maintenant le plan de l'existant. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce plan de l'existant? Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que non seulement on a percé ici pour mettre en relation, mais tous ces murs qui donnaient sur les cours et qui avaient des allèges pleines, l'allège c'est la partie qui est située sous la fenêtre, on a transformé les fenêtres en porte-fenêtres de manière à ce qu'on puisse sortir partout et que ce lieu ne soit pas un lieu d'enfermement. De la même manière, latéralement, on a créé aussi des porte-fenêtres. Et en fait, on a créé des circulations par les cours. Donc en jaune, vous avez les zones de circulation intérieure et en rouge, les circulations. Et une fois qu'on a mis en place ces circulations, on s'est dit, d'un point de vue programmatique, qu'est-ce qu'on va mettre de marquant au milieu? Il faut que ça intéresse tout le monde. Donc on a mis tout ce qui était le plus public au milieu et on a mis la cafétéria au milieu. Et puis les salles de cours, toutes les salles de cours et de colloques à rez-de-chaussée. Et puis en bas, il y avait de l'intendance dans les parties roses. À l'étage, même topo, on a créé des circulations à partir de nouveaux escaliers et des 4 tours d'angle, on va dire. On a aussi démoli le mur central pour en créer une circulation centrale et on a installé l'administration en partie centrale. Et puis comme les bâtiments étaient très étroits, parce qu'en fait, ces bâtiments, ils ont des très gros murs, mais ils sont très étroits, il n'y a que 10 mètres. Et comme on avait besoin de grandes salles, qui sont des salles de travail réservées aux chercheurs, qui sont des grandes salles, eh bien on a construit des coursives extérieures, que je vous montrerai après, pour distribuer tout ça. Donc, vous voyez en bleu les salles de travail de chercheurs. Donc en fait, le programme, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est donc le premier bâtiment est destiné au deuxième cycle d'étudiants de Paul Valéry, donc les doctorants principalement, et aux chercheurs. Au 3e étage, on avait le même principe de circulation, mais alors là, on nous demandait une bibliothèque. Alors, installer une bibliothèque dans un bâtiment avec une forme si contrainte, c'est assez compliqué. De la même manière, du coup, on l'a installée au milieu pour qu'elle intéresse tout le monde. Et je crois qu'on a une bibliothèque en T, en forme de T, ce qui est assez étonnant. Alors, on a mis l'accès central avec la banque d'accueil là, et du coup, cette personne peut contrôler visuellement les trois ailes. Et ensuite, on avait des petits bureaux beaucoup plus petits, qui, eux, ne nécessitaient pas la création de coursives, puisqu'ils nous permettaient de faire une circulation centrale. Bon, c'était peut-être un peu long sur les plans, mais maintenant je vais vous montrer comment ça se traduit. Donc, pour inverser le fonctionnement du bâtiment et donc créer un accès, donc c'est au nord, hein, de l'autre côté, à l'inverse d'Albert Ier, on s'est attaqué à la façade la plus dégradée du bâtiment. Donc elle se présentait comme ceci. On a commencé par démolir tout ce qui était des adjonctions faites par le CHR. Des ascenseurs apparents, des cheminées, un tas de choses comme ça, des auvents. Ensuite, on a démoli tout ce qui ici, ils avaient fait une toiture terrasse au lieu de faire en démolissant. Donc nous, on a démoli la toiture terrasse. On a démoli ici toute une partie qui était en béton. Ensuite, on a démoli démoli les charpentes et les toitures parce qu'elles étaient en très mauvais état pour les reconstruire. Et on s'est permis de démolir en complément cette partie centrale dans laquelle on voulait installer notre hall, mais qui était déjà partiellement, qui était déjà dégradée par la démolition de ce bâtiment. Et en complément cette partie, on a reconstruit les toitures en leur donnant les bonnes pentes, en refaisant les charpentes. On a rétabli l'ordonnancement, on va dire, présumé de ces façades. Et on a installé, comme on était en façade nord et qu'on voulait créer cette ouverture et l'entrée du bâtiment, on a créé une façade complètement transparente, un mur rideau qui marque le hall d'entrée et la façade vitrée de la bibliothèque orientée nord. C'est pour ça qu'on s'est permis de le faire vitré, sinon on aurait crevé de chaud, donc il n'y a pas de problème de soleil. Alors voilà les travaux, comment ça s'est présenté. Donc vous voyez ici la façade en l'état, là on démolit, on arrache les édicules, là on commence à reconstruire ici, on commence à reconstruire le toit, ici on rétablit une corniche, et voilà
la façade finale. Donc vous voyez dans le même angle de vue cette façade initiale et la façade finale, où on a tout simplement enduit les façades, après avoir évidemment décrouté tout ça, mis un enduit à la chaux sur ces parties existantes qui étaient à peu près bien préservées. Ici, c'est la bibliothèque, et ici, c'est le hall d'entrée. Et là, vous voyez la même façade de nuit. Donc, l'idée était vraiment de marquer ce campus de façon forte par ses transparences et de voir la vie intérieure. Donc, on voit en haut la bibliothèque et le hall d'entrée. Quelques photos du hall d'entrée, cette fois-ci vue de l'intérieur. Je dirais que c'est la partie la plus construite du bâtiment. Après, nos interventions sont évidemment beaucoup plus discrètes. Et là, on s'est permis un escalier, on va dire contemporain, en béton poli, et avec une structure béton blanc. Et voilà. Après, pour faire fonctionner un bâtiment, je vais faire ça. Voilà. Je vous ai dit que je voulais mettre en communication les deux cours. Donc pour les mettre en communication, ça c'est une coupe de l'état existant, transversale, et ça c'est une coupe projet. Donc on a commencé, comme je vous l'ai expliqué, à démolir ce pied de voûte, mais à plusieurs endroits, démolir les allèges, que vous voyez ici. On a fait pareil en haut pour les coursives, et donc ici c'est des transparences. Alors, donc, la partie centrale aussi était très tassée. Les voûtes centrales elles donnaient une impression d'étouffement, donc on a décidé de décaisser le sol. En haut, au premier étage, à la place du mur, au contraire, on a créé une circulation. Ici, vous voyez maintenant qu'on peut circuler quasiment, on peut quasiment traverser le site. Alors, là, on est à l'emplacement du hall. C'est la partie qu'on a complètement démolie pour faire notre grand escalier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit les deux, on les appelait les vaisseaux, les deux vaisseaux, hein, oh mince, pardon. Oui, non, j'y suis pas du tout, en arrière. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Donc ici, c'est ces deux vaisseaux. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on y a installé la cafétéria et en fait, c'était le restaurant à l'époque des indigents, on va dire. C'est là le réfectoire, pardon, voilà, c'était pas un restaurant. Le réfectoire, les hommes et des femmes, je sais plus quel côté. Et donc, vous voyez, quand je vous dis qu'on avait fait des percements, c'est à travers ça. Donc c'était assez sportif. Donc voici un des deux vaisseaux. Là, on a déjà démoli les allèges, donc ce qui fait qu'on a déjà un peu de lumière, parce qu'initialement, on en avait très peu. Et là, on a matérialisé ce qu'on a démoli. Ça, c'est l'état suivant, c'est-à-dire qu'on a commencé, vous voyez, on a fait ces passages, c'est plein de passages répétitifs, et ces passages, on les a systématiquement mis en vis-à-vis des fenêtres existantes. Là, on a déjà avancé dans les travaux, donc on a commencé à enduire au plâtre les voûtes, qui n'étaient pas homogènes, hein, il n'y avait pas, non seulement il n'y avait pas intérêt à garder les pierres, d'un point de vue, je dirais, modénature, parce que c'était très hétérogène, mais en plus on voulait avoir de la lumière, on voulait donner une impression de modernité. Et voilà la même vue meublée. Donc là vous avez la cafétéria, d'un côté aile des hommes c'est bleu, côté aile des femmes c'est rouge, en mémoire du rose et du bleu. Alors je fais un petit aparté sur la couleur, parce qu'en fait, dans ces bâtiments qui sont finalement très symétriques et qui tournent autour de cours, on est vite perdu. On ne sait plus si on est de quel côté on se trouve, donc on s'est dit qu'on allait utiliser un code couleur. Dans la cour des... Alors je sais plus, c'est marronnier, on est rouge, et côté platane, on est bleu. Et à la jonction, à chaque fois qu'on est au milieu, eh ben, on fait l'intersection des deux couleurs. Donc ça, c'est la cafétéria. Et ici, c'est une vue où on voit comment chacun de ces deux vaisseaux, de ces deux voûtes, chacune de ces voûtes, sont mises en communication. Et vous voyez, c'est à chaque fois face à une fenêtre. Et fenêtre qui était toute petite, hein, elle était grande comme ça, qu'on a transformée en porte-fenêtre à la même hauteur qu'ici. Bon, là, on ne voit pas parce que c'est une photo, mais on voit carrément la fenêtre d'en face. Et quand on ouvre, on voit carrément à travers le bâtiment. Donc, c'était ça, cette idée de fluidité, que les élèves puissent aller partout circuler.
Alors, caniveau technique, ça c'est un truc un peu qui a l'air très sophistiqué, parce que un autre problème quand on investit un bâtiment ancien comme ça, c'est que pour qu'il fonctionne de façon cohérente par rapport à leur usage, maintenant on ventile, on met de l'informatique, on met de l'acoustique, donc il y a plein d'éléments techniques. Le plus contraignant étant d'ailleurs la ventilation, puisqu'on a de très très grosses gaines à faire passer. Et comme je vous l'ai dit au préalable, nous on voulait que les voûtes soient apparentes, parce que c'était ce qui nous semblait... Il y avait deux choses qui nous plaisaient beaucoup dans le bâtiment, c'était ces voûtes et les cours. Donc pour qu'elles soient apparentes, parce que c'est pas tout à fait pareil dans une cafétéria où on n'a pas le même genre de besoins, et dans les salles de cours on avait vraiment ces besoins. Donc on a dit on va fonctionner différemment. Alors on a créé des caniveaux techniques, c'est-à-dire qu'on a creusé le sol, ici, là, et vous allez le comprendre après, on a créé des caniveaux en béton, avec des cases, dans lesquelles on fait circuler les courants forts, c'est-à-dire téléphone, etc., informatique, les courants faibles, téléphone informatique, les courants forts, c'est l'électricité normale, le chauffage et la ventilation. Et ensuite, une fois que ça circulait, là on a coulé la dalle par-dessus, donc vous voyez que l'électricité, il y aura des prises au sol, comme ça. Et puis vous voyez qu'il y a des choses qui sortent du sol ici, ce sont des gaines. Alors ces gaines, elles sont en attente, et là vous voyez qu'il y a aussi des tuyaux qui sortent, c'est du chauffage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à les monter. Donc là, on monte des gaines qui se répartissent pour souffler, et puis derrière ça va... on extrait d'un côté et on souffle de l'autre. Et puis après, à la fin, hop, on met en sandwich les gaines, et de manière à distribuer de part et d'autre, et on ne les voit plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Non, pardon, oui, on peut rester... Enfin, ça peut être là-dessus aussi, mais je suis d'abord là-dessus. En fait, ici, on a une sorte... C'est une cloison séparative entre deux salles de cours qui prennent en sandwich ces gaines de ventilation et qui deviennent des espèces de parois très techniques. Il y a des trappes de visite. Par exemple, il y a un tableau dans une double épaisseur, il y a un écran qui descend. Ici, toutes ces parois, alors, donc je vous ai parlé de la ventilation, vous voyez ici, il y a des grilles qui sont discrètement intégrées. On est obligé de traiter l'acoustique aussi, parce que ça résonne beaucoup, ces voûtes. Donc, pour traiter l'acoustique, on a fait à chaque fois le fond des salles avec des perforations et de l'absorbant. On a un sol en caoutchouc qui amortit bien les chocs. Et comme ça suffisait quand même pas, parce que quand même il y a des gens qui parlent, là, on a suspendu ici des panneaux en tissu qu'on a disposés en damier de manière à ce qu'on voit quand même les voûtes passer. Et quant à l'éclairage, on l'a tout simplement suspendu. On les voit tout le temps. L'éclairage ici donne un éclairage direct et indirect pour éclairer les voûtes. Voilà. Donc ça, tout ce principe a été appliqué sur toutes les salles de cours du rez-de-chaussée. Et ensuite, il a fallu créer des coursives. Donc, dans les cours, pour créer des coursives, on a agrandi les allèges. Alors, je passe un peu vite. On a commencé par suspendre des consoles en métal. Et voilà une image finie de ces cours. Donc, en fait, c'est assez sophistiqué pour accrocher des coursives comme ça. Elles sont en béton préfabriqué. Elles sont suspendues, posées sur des consoles métalliques. Mais au final... c'est un effet relativement discret, c'est-à-dire qu'on a mis des garde-corps en verre, des mains courantes en inox. On a une intervention qui est très calme là, sur ces sites, et qui donne beaucoup de lumière dans ces deux cours qui sont faits exactement de la même manière. Là, c'est une vue du bas, donc vous voyez qu'on voulait un vocabulaire contemporain pour faire ces coursives, mais on a rétabli dans toutes les cours je ne vais pas trouver le mot, c'est pas grave. Le rythme des fenêtres quand il était disparu, donc on a resuperposé, et on voit bien qu'on a toutes les fenêtres qui sont transformées en porte-fenêtres, c'est-à-dire qu'en fait on arrive ici, on va dans sa salle de cours, on circule, ça devient de vrais lieux de vie. Ici, en décaissé de quelques marches, on a une terrasse qui mène à la cafétéria, et on peut la traverser. On a quelques vues intérieures. Un côté assez monacal des circulations qu'on a volontairement entretenu. On a nous-mêmes positionné les portes en vis-à-vis de façon très régulière, ce qui n'était pas le cas, en perçant ces gros murs.
Ça, c'est l'escalier, le seul escalier qui était classé existant, qu'on a refait. Alors là, on l'a refait de façon très classique pour marquer justement ce contraste. Et j'arrive à la tranche 2. Alors, on a appliqué un peu le même genre de principe, mais ce bâtiment, il avait déjà une entrée, la flèche jaune, ça correspond à une entrée qui existait, et qu'on a conservée puisqu'elle était située du bon côté, puisque la tranche 1, la façade de la tranche 1 d'entrée se trouve là, donc on est perpendiculaire, donc cette entrée-là, elle était bien située, et puis c'était ce joli escalier qui était dégradé, mais que je vous ai montré, donc on s'est dit, on va le conserver comme entrée. Donc c'est cet escalier-là. Il y avait un deuxième escalier qui desservait et qui existait, qui était en pierre aussi, mais évidemment ça ne suffisait pas, donc comme dans... Et il y avait aussi les deux passages qui sont marqués là, que je vous ai montré, des porches traversants. On a démoli toutes les cloisons qui étaient surabondantes, et on a construit deux escaliers pour résoudre le problème de cul-de-sac et de circulation. On a créé deux ascenseurs, on ne peut pas faire de bâtiment public sans ascenseur, et en fait, on a agrandi le hall parce que ce hall était un peu étroit pour distribuer tout cet établissement qui lui aussi a un très gros effectif. Donc, et ensuite, il y avait une particularité du programme qui était une demande de construire un amphithéâtre. Alors, un amphithéâtre dans ce type de bâtiment, c'est a priori un peu étrange, un peu difficile. Donc, on a commencé à regarder comment c'était fait. Oh là, pardon. Alors attendez, je suis en arrière, je me suis trompé. Voilà. Donc, j'avance encore d'un cran. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la partie la plus large du bâtiment était coupée par des murs de 1 mètre de large. Ça, c'est une circulation voûtée, ça, c'est des voûtes. C'est-à-dire que si on avait démoli ça, on démolissait toutes les voûtes. Donc, impossible d'installer un amphithéâtre ici. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc, on s'est dit, bon, on va l'installer dans l'endroit le plus large. Ce qui est au demeurant pas très large, et c'est un petit amphi. Donc, on a installé dans 10 mètres un amphithéâtre de 100 places. Le problème, c'est qu'une fois qu'on installe l'amphithéâtre, depuis le hall d'entrée, on ne peut plus circuler. Sinon, il faut traverser l'amphithéâtre. Donc, comment allait-on résoudre ce problème? Donc, on a dit, on va créer, alors c'est sur ce bâtiment on a créé une extension, et on a créé une extension sous forme d'un petit bâtiment contemporain, un jardin d'hiver que vous allez voir après, ce qui fait que ça nous permettait de circuler par un espace semi-extérieur, le jardin d'hiver, et de distribuer l'ensemble du rez-de-chaussée et des ascenseurs et des escaliers créés. Du point de vue programmatique, vous avez les circulations ici. Vous avez donc l'amphithéâtre en vert. Tout autour, en gris, vous avez des salles de colloques, puisque en fait ce bâtiment-ci est destiné... alors là, il n'y a pas du tout d'étudiants. Il y a des colloques internationaux, donc dans l'amphithéâtre et dans les salles de colloques qui sont en gris. Et en étage, il y a des chercheurs qui travaillent par équipe. Il y a notamment la Maison des sciences de l'homme, où c'est des gens qui viennent d'universités différentes et qui se regroupent sur des projets donnés au sein de ce bâtiment. Et puis comme le programme a un peu changé aussi, on a dû rajouter la bibliothèque d'archéologie qui est venue de Paul Valéry. À l'étage, voilà les circulations, les locaux des chercheurs en rose. Voilà. Donc, alors là, ce bâtiment-là, je vais parler un peu plus des façades parce que, vu qu'on avait des façades en pierre, il y a eu un très gros travail, déjà d'analyse, notamment faite par l'architecte patrimonial associé, qui est Corrado De Giuli Morgan, de l'agence Fabrica Traceum. Et donc lui, il avait fait surtout, je vous montre un seul document, mais sur toutes les façades, il avait analysé comme ça. Il avait, donc vous voyez, ici il y a des... On ne voit pas très bien d'ailleurs. Il analysait les pierres dégradées, les pierres, les tags, les moulures abîmées. Enfin, donc il y avait tout un tas non, vaut mieux, oui. Tout un tas les fissures, donc une analyse comme ça, un diagnostic du bâtiment. Et puis, on a commencé à travailler, et donc cette analyse a déterminé qu'il fallait remplacer beaucoup de pierres. Vraiment beaucoup de pierres. Et d'ailleurs à l'intérieur aussi, puisque les escaliers en pierre étaient très dégradés. Donc on a fait un vrai chantier de taille de pierre sur site, ce que vous voyez là.
Donc là, vous voyez déjà au fond une des façades qui est déjà bien reprise, avec les pierres au pied du bâtiment. Donc on taille sur site. Là par exemple, vous voyez sur cette photo, ce qu'on comprend bien, il y a carrément des pierres entières remplacées en plein milieu donc, de la façade. Donc là on voit bien en cours de chantier une façade refaite par rapport à une façade qui n'est pas faite. Donc voilà. Donc il y avait une jolie pierre, c'est de la pierre de... Enfin il y a plusieurs pierres d'ailleurs dans le bâtiment. Il y avait de la pierre de Beaulieu et de la pierre de Vers, puisqu'ils n'ont pas utilisé la même pierre suivant les façades, donc on a regardé pour utiliser la bonne pierre. Ça c'est un zoom sur une fenêtre, puisqu'il n'y avait aucune évidemment fenêtre qui existait. On nous a demandé de mettre des fenêtres à petit bois. Alors dans la tranche 1, c'était des fenêtres à petit bois, mais plus ce qu'on appelle de type 19e siècle. Alors pourquoi on nous a demandé de faire celles de type 19e siècle? C'est sans doute parce que le bâtiment n'était pas très noble, entre guillemets. Mais ça, c'était suivant les recommandations de la DRAC. Hein. Et ici, on nous a demandé de faire des fenêtres à petit bois de type 18e siècle. Alors là, ce sont des fenêtres à meneaux, c'est des jolies fenêtres. Qui au demeurant pose quelques problèmes pour les châssis pompiers qui doivent s'ouvrir intégralement. Donc on a dû faire des châssis avec le meneau, un faux meneau central qui s'ouvre intégralement sans que ça se voit, ce qui n'est pas très simple. Ça c'est une vue de toutes les façades une fois terminées. On a fait aussi un gros travail sur le jardin, bon, que je ne vous montrerai pas beaucoup, mais avec des restanques parce qu'en fait le terrain était en pente. Donc là, quelques zooms sur ces façades après réhabilitation. Donc évidemment, on voit que c'est un beau bâtiment par rapport, du point de vue mode et nature, par rapport à l'hôpital général de la tranche 1. Avec des médaillons qu'on a repris. Alors, quand on a remplacé les pierres, après, pour homogénéiser les façades, il y a un badigeon qui est passé, parce que sinon ce serait très hétérogène. Donc il y a un badigeon qui est passé. Et puis, de la même manière que dans la tranche 1, on a dû travailler les circulations. Donc vous voyez cet escalier qui était très dégradé, mais qui était très beau. Alors il a une particularité, c'est qu'il commence par une volée droite face à l'entrée. Donc là, il était trop étroit pour distribuer, puis il donnait surtout accès à rien. Et après, il se développe comme ça, verticalement, c'est assez rare. Alors, on a commencé par ouvrir les parois, parce que nous on avait besoin d'accéder à notre jardin d'hiver, et que c'est très facile de démolir des parois qui sont entre deux voûtes, parce qu'elles ne portent rien, puisque c'est les pieds de voûte qui portent, donc c'était assez facile à faire, enfin facile, des travaux quand même, donc ça n'engageait pas la structure. Et voilà le résultat final. Donc vous avez l'escalier qu'on a mis en valeur, l'accès au jardin d'hiver, on a démoli ces grandes parois. De ce côté-là, on n'a pas démoli jusqu'en haut parce qu'on voulait moins accéder. Et par ici, on ne le voit pas, mais il y a l'ascenseur. Donc on voulait privilégier l'accès des piétons. On a, comme un clin d'œil, mis un tapis rouge pour rigoler, mais en fait, ce n'est pas la colorimétrie générale du bâtiment, mais c'était pour dire, ben voilà, c'est l'escalier monumental, c'est celui-ci. Donc voilà, ça c'est le hall d'entrée. On a aussi dû réparer tous les escaliers qui étaient, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est complètement fissuré et cassé. Donc, par exemple, on remplace complètement des marches. On a eu un escalier suspendu pendant assez longtemps. Donc voilà l'escalier au final. Là, on a décidé que les sous-faces des marches étaient suffisamment bonnes, une fois réhabilitées, pouvaient être vues. Donc on a gardé la pierre apparente et les marches en pierre. Et donc ça c'est le deuxième escalier, donc ça donne des jolies choses avec des beaux arcs comme ça. On avait des circulations à rez-de-chaussée qui étaient voûtées. Là aussi on a décidé de les maintenir intégralement. Donc on ne fait passer aucune ventilation dans les circulations, ce qui est assez rare, puisque souvent dans les bâtiments publics, on se sert justement des circulations pour mettre des faux plafonds, pour faire passer toute la tripaille, ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà, donc ça c'est une avancée du chantier. Voilà par exemple une circulation à rez-de-chaussée qu'on a voulu volontairement assez monacale,
Le sol est traité, comme tout le rez-de-chaussée, en béton coulé, ciré. Et là, dans ces circulations-là, on a décidé de garder les pierres qu'on a découvertes après décrottage. On a vu qu'on avait des beaux encadrements de pierres, alors on les a gardés. Les porches traversants, donc ça c'est les deux porches traversants. On ne pouvait pas garder ces deux porches traversants comme espace extérieur, puisque nous on avait besoin de distribuer des espaces intérieurs. Donc on les a travaillés différemment. Bon, déjà on les a décroutés, etc. On a recréé ici, on a mis en évidence les circulations perpendiculaires, dont on voit la voûte ici. Et voilà l'état final de cette circulation-là. Donc, à la différence des autres percements qui sont en petit bois, on a eu l'autorisation de mettre un grand châssis vitré qui permettait de part et d'autre d'ailleurs, qui permettait de garder cette idée de traversée visuelle par ces deux grands porches traversants. Là, l'université a décidé d'y installer des moulages, parce que Paul Valéry a un musée des moulages. Donc ils avaient quelques moulages, et bon, comme c'était des très grands espaces, ça marchait pas trop mal. Et voilà. Et là, on a décidé, comme c'était un espace qui initialement était un espace extérieur, on a décidé de laisser ces pierres apparentes, d'autant plus qu'elles étaient plutôt bien taillées, quoi. Donc ça donne une vue du dessous d'une de ces passages. Alors l'auditorium, c'était pas très simple de construire un auditorium dans ce bâtiment, et surtout il y avait des fenêtres partout, donc on est venu se glisser entre les voûtes, aussi bien en hauteur où on avait 5,30 m qu'en largeur où on avait 10 mètres, donc c'est vraiment un jeu de... Donc ça c'est une coupe pour montrer que bon, on était tout juste bon en hauteur, on a créé un petit plancher là pour avoir une régie, et voilà. Et donc, alors ça c'est une vue assez... J'aimais bien cette vue pendant le chantier, c'était assez spectaculaire parce qu'en fait, ça c'est le sous-sol qui est voûté, ça c'est le rez-de-chaussée, et ça c'est le premier étage. Là, on n'a pas démoli la voûte parce que c'était le seul endroit où il y avait un plancher en béton qui avait été fait par le CHR. Donc ce qu'on a démoli, c'est un plancher en béton, ce qui nous a bien arrangé parce que du coup, on a pu faire notre régie à cet endroit et disposer d'une grande hauteur. Et ce trou-là, on l'a fait parce que sinon, on ne pouvait pas travailler en sous-sol. Donc là, c'était pour sortir les gravats du sous-sol. Et donc là, on avait une vision de 3 niveaux assez marrante. Donc là, on a commencé par construire des sortes de crémaillères en parpaing. Ensuite, on a installé une crémaillère en métal, sur laquelle on est venu poser des dalles préfabriquées en béton pour faire des gradins. On a gardé des trous là parce que c'est par là qu'on va faire le chauffage soufflé, en soufflant, sous les marches. Et au final, voilà l'aspect définitif de cet amphithéâtre. Alors, ce qu'on voit, c'est que là aussi, on a voulu garder ces voûtes apparentes. Du coup, on a le chauffage par en dessous et le soufflage aussi par le même processus que je vous avais déjà expliqué. Comme on avait ces grandes baies vitrées, on s'est décalé, c'est-à-dire qu'on a mis des garde-corps vitrés et on a un petit espace de recul pour qu'on ne vienne pas toucher les fenêtres. Et puis on a un amphithéâtre qui a un éclairage naturel qui est vachement agréable parce qu'on n'est pas obligé d'allumer en fait. Alors on s'allume de temps en temps, mais c'est assez rare l'éclairage naturel traversant dans un amphithéâtre. Voilà. Et bon, après on a l'acoustique par des parois ici, ces parois-là qui sont en tissu. On a de la moquette pour résoudre l'acoustique. Ça c'est une vision dans l'autre sens, pour voilà, avec le traitement de l'acoustique, des baffes acoustiques, etc. Toujours le traitement acoustique du fond. Une autre vue de cet amphithéâtre. Enfin, on a fait un jardin d'hiver. Alors ça, c'est donc cette circulation qui devait permettre de mettre en communication l'ensemble des espaces. Alors, on l'a dessiné comme une... On voulait vraiment marquer le fait que c'était contemporain et que c'était pas une adjonction, on l'aurait jamais fait en pierre, on voulait que ce soit un bâtiment léger, donc on l'a construit en métal et on l'a volontairement décollé, c'est comme un petit cube décollé à la fois de la façade existante en pierre par une verrière, donc le fait d'amener de la lumière ça le décolle, décollé du sol
en le mettant sur pilotis et en créant un talus ici, et on décollera aussi des deux façades en extrémité. En fait, ce jardin d'hiver, c'est un espace qui n'est pas chauffé, qui fonctionne un peu comme une orangerie, qui est ventilé. On a des ventelles qui s'ouvrent motorisées, qui permettent de ventiler totalement l'été et qui permettent d'être complètement fermés l'hiver. Et au contraire, l'hiver, comme les arbres perdent leurs feuilles, puisqu'il y a aussi des platanes, ben, l'hiver ça fait effet de serre et l'été ça fait une ventilation complète. Donc là c'est la construction, on continue le chantier. Bon là je passe un peu, et ça c'est une vue de ce jardin d'hiver terminé. Alors on a voulu y installer du mobilier qui il est fixé au sol. On voulait qu'il soit très confortable, que ce soit comme des fauteuils, que ça devienne un salon. Et en fait cet espace est extrêmement apprécié et il est toujours rempli de gens qui s'y installent. Il y a de l'informatique, ça devient un lieu de communication, un lieu d'échange. Et comme il est à la jonction de ce bâtiment en U, il est extrêmement pratiqué. On a des orangers, ça sent très bon quand on y rentre, ça sent les fleurs d'oranger. Là c'est la partie verrière, bon la verrière elle était un peu sale là, parce qu'elle n'avait pas encore été nettoyée, mais qui permet de voir la façade. Encore une vision rapprochée de... Donc vous voyez, au fond, on ne le voit pas très bien, mais il y a aussi de la lumière au fond, ce qui fait que le bâtiment ne touche pas les parois du fond. Ben, c'est comme ça, en haut, donc il y a cette verrière qui se retourne et qui fait que ça ne touche pas. Vue de l'extérieur, là malheureusement les ventelles étaient fermées, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a ce talus qui rentre, donc c'est comme le jardin venait passer, et on met des passerelles pour montrer qu'on est décollé. Ça c'est des ventelles quand elles sont semi-ouvertes, alors ça fait des assez jolis reflets sur la pierre. Une vue de loin depuis les restants. Et là une vue de près que j'aime bien avec les ventelles complètement ouvertes, où on ne sait plus trop si on a un intérieur, extérieur, voilà. Je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé sur ça. Là, ce que je peux peut-être vous montrer, je ne sais pas si je regarde dans le timing. Est-ce que je mange donc, pour compléter peut-être la présentation quand même, je vais vous montrer quelques-uns de nos travaux qui sont actuels, mais qui ne sont pas sur du patrimoine. Parce que c'est vrai que comme on n'est pas au départ des architectes patrimoine, même si maintenant ça fait 13 ans qu'on travaille sur... Non, c'est pas celle-là qu'il fallait montrer, c'est pas ça. On a... C'est le petit film où on va le lancer. On travaille aussi avec un œil neuf sur le patrimoine, c'est-à-dire que quand on a attaqué ces bâtiments, on n'avait pas comment dire, de réticence, on arrivait comme si c'était un bâtiment neuf, quoi. Donc ça nous donne un regard. Alors je vais vous montrer un bâtiment qu'on a terminé là, c'est un petit film, je me taire parce qu'il y a un commentaire, c'est celui-là. Ah bah oui. Donc on vient d'achever aussi un très long chantier, on est un peu spécialiste des longs chantiers. Celui-ci, c'est un chantier qui est très long parce que c'est une reconstruction d'un lycée en site occupé. C'est-à-dire qu'on démolit, on construit, on démolit, on construit. Et à chaque fois, on déplace les gens. Et donc, on ne peut pas démolir tout d'un coup. Donc, c'est des chantiers qui durent longtemps dans le temps pour déranger le moins possible les utilisateurs et pour avoir la place de construire. Donc, c'est le lycée Léonard de Vinci qui s'est situé en face de Pierre-Vive, à la Paillade. Et ce lycée, qui est un lycée professionnel, souffrait beaucoup d'un manque d'image vis-à-vis du public. Et il cherchait vraiment à retrouver une image, en plus face à Pierre-Vive, face à la Paillade, où il avait mauvaise réputation. Et on s'est vraiment attaché à donner cette image. Et actuellement, il est extrêmement apprécié par les élèves. Donc on va lancer le petit... Ça dure 2 minutes. Lorsqu'on arrive, on découvre une façade qui s'incurve en douceur pour suivre la géométrie en diagonale.
En attendant que ça marche, je vais dire que c'est une autre manière d'intervenir sur du patrimoine. C'est un patrimoine des années 60 où on est intervenu, une partie qui a été gardée. Lorsqu'on arrive, on découvre une façade qui s'incurve en douceur pour suivre la géométrie en diagonale de la rue. Toute la surface de la façade est drapée dans un voile constitué d'une résille en métal déployé qui devient son identité même. Nous avons conçu le bâtiment d'accueil comme un signal urbain. Au premier étage du bâtiment d'accueil, les bureaux de l'administration et les locaux des professeurs s'enroulent autour d'un patio triangulaire. Ce patio sert de puits de lumière pour éclairer les circulations, tout en offrant une terrasse réservée au personnel. Un petit pavillon blanc comprend au premier étage le centre de documentation, et une vaste terrasse en balcon. À rez-de-chaussée, la vie scolaire, repérable par son cadre rouge, est reliée à la cour par deux passerelles. Une galerie couverte longe la salle de musculation et le bureau des élèves situés au rez-de-chaussée de l'internat. La terrasse du restaurant scolaire, protégée par des brises-soleil, s'ouvre au sud sur le jardin. Nous avons aménagé un véritable jardin méditerranéen où les élèves peuvent se détendre librement. Encore d'autres travaux actuels que je peux vous montrer si j'ai encore un petit peu de temps. Allez. Alors, ça c'est une cuisine centrale et un restaurant de lycée et de la ville de Caen. Ça, c'est des images 3D, bien sûr. C'était une cuisine centrale pour la ville de Caen, partagée par la région, donc avec un restaurant pour les lycéens en étage, dans lequel on va rentrer, et à rez-de-chaussée, les espaces de livraison de la cuisine. Donc là, on rentre dans le lycée, dans le restaurant, donc qui s'enroule autour d'un patio central. On va avoir de la lumière à droite et à gauche.
Donc c'est un bâtiment en structure métallique. Donc vous voyez que dans des bâtiments très différents, vous retrouvez sans doute des points communs malgré tout dans nos interventions. Et là, actuellement, nous avons gagné le premier lycée de la région Occitanie, à Gignac, sur lequel nous travaillons en ce moment. Et donc nous sommes en train de faire les études en vue de lancer l'appel d'offres cet été. Donc ça, c'est le lycée de Gignac. Alors là, on est dans un site évidemment très très différent. On est dans les vignes, en contrebas de Gignac. Et on a des contraintes évidemment Attendez, je suis comme ça. On a des contraintes d'accès, mais aussi on a une contrainte spécifique au lycée et au cahier des charges de la région Languedoc-Roussillon et du Sud, c'est que les salles de cours doivent être dans des bâtiments qui sont orientés nord ou sud. Nord parce que c'est facile pour le soleil, et sud parce que c'est très facile aussi de contrôler le soleil au sud. On évite les orientations est-ouest pour les salles de cours. Ce qui fait qu'ici vous avez un premier bâtiment de salle de cours, un deuxième bâtiment de salle de cours, ici une entrée, un porche d'entrée, et au milieu de tout ça, il y a une cour, et là on a installé deux petits bâtiments, la restauration scolaire, qui est à rez-de-chaussée, et le CDI, qui est en étage. Et d'une manière, on les a couverts, on les a plantés, mais c'est des vraies plantations, avec l'idée que la campagne passait comme ça dans les toitures, et passait au travers du lycée. Et voilà. Bon, merci pour cette présentation. Donc on a des bâtiments, deux bâtiments qui sont à Montpellier. On voit qu'il y a une préoccupation majeure sur la lumière et comment amener la lumière à l'intérieur des bâtiments. Sur l'hôpital Saint-Charles, bon, voilà, il y a toutes ces ouvertures qui ont été créées. Est-ce que c'était un point de débat important avec les bâtiments de France ou la DRAC, ou est-ce que c'était pas le principal élément? Alors, je pensais par la tranche 2 qui était plus simple, parce qu'en fait, entre la première tranche et la deuxième tranche, le programme a changé. Donc, en tranche 2, on réhabilitait vraiment, enfin, le bâtiment, on reprenait les pierres, il y avait beaucoup de travail sur les façades à l'identique. Donc le seul enjeu de la deuxième tranche, c'est de faire accepter une extension. Et évidemment, on avait l'expérience de la première tranche, où on s'était rendu compte que c'était plus facile d'ajouter que de retrancher. Et donc, alors, on pouvait aussi se voir refuser cette extension. Donc on est allé voir l'ABF, M. Jean-Pierre Doriola, qui était tout à fait ouvert à des interventions contemporaines. Et il nous a aidés, bon, il nous a fait des observations, etc. Mais il n'a mis aucun bâton dans les roues. Et donc ça s'est très très bien passé sur cette deuxième tranche. Bon. Alors il y avait à la fois l'expérience qu'on avait de la première tranche, et puis le fait qu'on savait qu'on est tombé sur quelqu'un d'intelligent. Voilà. En première tranche, là où ça a été plus compliqué, c'est que le premier bâtiment, c'était beaucoup plus difficile de le faire fonctionner. Ça nécessitait vraiment des interventions lourdes. Donc tout s'est négocié, mais tout. C'est-à-dire que, alors, comment dire, par exemple, quand on avait décidé de faire une jonction entre les deux vaisseaux centraux pour y installer notre cafétéria, donc on avait des voûtes comme ça en plein cintre. Honnêtement, quand on a commencé le concours, nous on y était allés franco, on avait démoli le mur central, on y allait, c'était une transparence totale. On avait même mis des baies vitrées latéralement sur la cour et tout. Et puis, ils se sont opposés à cette intervention massive. Et je dois dire au final que je suis assez contente, parce qu'en fait, je trouve ça assez subtil. Mais bon, j'aime bien ça nous a obligés à réfléchir à une autre manière de faire. Et j'aime vraiment énormément ces traversées comme ça qui se regardent. Et vraiment, en visitant le bâtiment, il y a une espèce d'évidence dans ça. Et ça, c'était très bien. En revanche, sur la façade principale,
Là, nous, on y allait de façon aussi très radicale, et là, j'ai un regret de ne pas avoir été plus radical. On nous a obligés à reconstituer un ordonnancement ancien qui n'existait plus, qui n'existait pas, qui n'a peut-être jamais existé. Et je pense que cette façade nord aurait pu être intégralement contemporaine. On aurait pu faire vraiment un travail de mur rideau beaucoup plus subtil. Et là, on s'est senti contraint, réellement. Donc, tout s'est négocié. Voilà. Donc là, c'était parce qu'on démolissait. Voilà. Donc ça a pris du temps. Ça s'est négocié tellement âprement, même sur les menuiseries. Par exemple, dans la tranche 1, nous, on aurait aimé mettre des menuiseries métalliques, comme ça se fait très fréquemment dans les monuments historiques en Italie. Il y a beaucoup de monuments historiques où on a de très belles menuiseries en acier et qui laissent beaucoup plus de clair de jour. Il y avait, à mon sens, aucune raison de nous imposer des menuiseries à petits bois, surtout sur la tranche 1. Résultat, on a exigé des menuiseries en bois, avec des petits bois qui demeurant sur des faux petits bois, parce que nous, on avait besoin de double vitrage, parce qu'il faut qu'on ait chaud quand même dans un bâtiment universitaire. Je pense que ça aurait pu être plus joli avec des vraies belles menuiseries contemporaines, plus faciles d'entretien en plus. Je ne parle pas de menuiserie alu, je parle vraiment de la menuiserie acier comme a pu faire Carlo Scarpa en Italie. Enfin, voilà. Donc là c'est un regret et on n'a pas réussi à négocier. Et c'est même monté au ministère à Paris qui a tranché. Donc voilà, à l'époque c'était le ministre, c'était Donadieu de Vabre, il a dit non. Voilà. Mais bon, il y a des choses qui sont bonifiées, d'autres pas. Voilà. Bon, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais je voulais vous dire d'abord merci parce que ce bâtiment est magnifique. J'y suis allée pour une thèse et donc je regrette que vous ne nous ayez pas montré cette salle magnifique. Non, parce que c'est vraiment... il y a quelque chose qui se dégage de cette pièce. Alors je ne sais pas ce que vous y avez fait ou pas, mais elle est pour moi magnifique. Ah, merci, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout montrer. Parce que... Oui, bonjour aussi. Merci pour la présentation. J'ai trouvé effectivement le travail magnifique. Je suis aussi allé pour des thèses, je suis universitaire, et donc vraiment, on a envie de travailler, et c'était assez remarquable. Je voulais vous poser des questions au niveau financier. C'est-à-dire, quel était le coût du projet? Est-ce que vous avez dépassé l'enveloppe initiale? Ramener au mètre carré, à combien est le coût de la rénovation par rapport à ce qu'aurait été la construction d'un immeuble neuf, par exemple, ramener au mètre carré, on doit pouvoir le savoir. Bon, ça c'est ma première question. Ma deuxième, vous avez évoqué l'idée de sous-sol avec des caves voûtées. Est-ce qu'elles étaient intéressantes? Est-ce qu'elles ont été utilisées? Voilà, les deux questions. Merci. Alors je vais commencer par répondre à la deuxième question sur les caves. Une des grosses difficultés dans un bâtiment comme ça, c'est que pour mettre les équipements techniques, on a des grosses centrales de traitement d'air. C'est-à-dire c'est des trucs gigantesques, des énormes boîtes, d'où sortent des grosses gaines. Et quand on fait un bâtiment neuf, on fait des locaux spécifiques pour ça. Que quand on est un peu intelligent, on dissimule dans des locaux avec des ventilations. Que quand on n'est pas très habile, on voit en toiture, ce qui est très moche. Donc nous, on essaie toujours de les dissimuler dans des locaux. Et en plus, c'est des locaux qui doivent être très ventilés. Donc, quand on est allé sur ces bâtiments, on s'est tout de suite dit, mais où est-ce, c'est pas celui-là, mais on s'est tout de suite dit, mais où est-ce qu'on va mettre nos centrales de traitement d'air? Et donc justement, il y avait des caves qui n'avaient pas un intérêt, mais qui nous ont servi à mettre nos centrales de traitement d'air en sous-sol, parce qu'il y avait suffisamment de place dans certains endroits. Donc ça, c'était dans la première tranche, on a eu 2 caves comme ça, qui étaient situées aux angles des bâtiments, ce qui tombait bien, dans lesquelles on a situé ces centrales de traitement d'air. Et dans la deuxième tranche, qui est un bâtiment en U, par chance, on avait dans la plus grande partie du U une cave voûtée, et très très longue, et donc on s'est servi de cette cave pour mettre, alors là, pareil, toute une série de centrales de traitement d'air, plus des archives. Mais en usage réel, on a un peu hésité, parce que quand même, il y a beaucoup d'eau par là. Et donc on a beaucoup de systèmes de relevage des eaux, mais bon, on n'est pas loin du Verdançon. Bon voilà, hein, donc d'ailleurs on a dû beaucoup traiter les bâtiments pour éviter les remontées d'humidité, etc.
Alors concernant la deuxième question, la première question plutôt, moi je ne suis pas très douée en chiffres une fois que c'est passé, parce que j'oublie, alors je vais vous le dire là. Alors la première tranche a coûté 12,8 millions d'euros, hors taxe, on est hors taxe, hein, et pour 10 000 mètres carrés. Alors ça c'est pas très cher, hein. C'est vraiment pas très cher du tout. Si vous voyez tous les bâtiments, je n'ose même pas le dire, des bâtiments comme Pierre Vivre, ça coûte 10 fois ça, mais des bâtiments même universitaires courants, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc c'est pour ça que j'insistais sur les budgets de l'État, ils sont pas lourds. Donc sur la tranche 1, on s'est battu en permanence, c'est-à-dire que c'était avec les entreprises pour éviter les dépassements, donc ça c'était vraiment un combat. Pour la deuxième tranche, on était étonnamment un peu plus large, parce que le rectorat avait un résidu de financement non utilisé. Par chance aussi parce qu'ils avaient provisionné des révisions qui, comme le coût n'a pas augmenté, on avait de l'argent. Donc on a pu être un peu plus large. Mais le deuxième bâtiment, donc lui, je vais vous dire son prix, c'est 9,95, donc presque 10 millions d'euros pour 6 377 mètres carrés. Donc il est un peu plus cher mais guère plus, donc c'est vraiment des coûts très raisonnables. Alors un bâtiment neuf, ça dépend ce qu'on y fait. Voilà, il ne coûte pas cher s'il est pas plus cher s'il est sommaire. Il serait probablement beaucoup plus cher s'il était plus sophistiqué. Voilà. Question. Non. Il y a un peu de... c'est un peu désagréable. Non. Oui, au niveau des entreprises qui sont intervenues, est-ce qu'il y a eu des difficultés à trouver des entreprises qualifiées à un prix correct aussi, puisque là il y a un budget très serré. Est-ce que ça a été facile ou pas? Disons que nous, de toute façon, c'est l'appel d'offres, un bâtiment public, il y a l'appel d'offres, et donc le disant. On avait quand même on a eu les deux mêmes entreprises, c'était deux appels d'offres différents, mais on a eu la même entreprise de gros œuvres pour la tranche 1 et la tranche 2. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le patrimoine, c'est l'entreprise LCRI. Dans la première tranche, où on avait moins d'argent, on s'est beaucoup battu avec eux. Dans la deuxième tranche, où c'était un peu plus large, on se connaissait mieux, et puis eux, ils connaissaient mieux aussi le travail, et on s'est beaucoup moins battu. Bon, on s'est bien entendu, et ça, voilà. Mais c'est pas forcément... on n'a pas vraiment un choix réel, quoi, parce que c'est le prix qui l'emporte, quoi. Mais on a demandé des qualifications d'entreprises de patrimoine. Après, pour les façades, c'est pareil, on avait des entreprises spécialisées en taille de pierre, l'entreprise SBPR pour la deuxième tranche. Non, pour les entreprises principales de clos couverts, on avait plutôt des bonnes entreprises. Après, on était encore d'états séparés pour passer dans les prix. On saucissonne beaucoup parce qu'on obtient le meilleur prix quand il y a plein de corps d'états séparés. Et là, on n'était pas toujours sur des très bonnes entreprises. Donc ça a été, il y en a qui ont fait faillite. Voilà, la vie du chantier, c'est ça. Il y en a qui déposent le bilan, ça retarde le chantier. Voilà. Donc ça, c'est notre commun de notre vie, quoi, de relancer des appels de cours, et voilà. Mais bon, maintenant que c'est passé, c'était bon. Peut-être une question aussi sur la suite. Il y a une troisième tranche qui est prévue. Où ça en est? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective là-dessus? Alors pour être parfaitement honnête, la troisième tranche, au départ c'était la première tranche. Parce que quand on a gagné ce concours en 2003, on nous avait demandé de faire une perspective de cette extension et on devait proposer le réaménagement de tout le site. Et ils ont jugé sur deux choses, sur la manière dont on réutilisait les bâtiments et ce bâtiment neuf. Et puis, avec tous les retards, avec tous les obstacles rencontrés, ils ont changé leurs priorités, changé leur programme. Et ce bâtiment initial qui devait comprendre 2 amphithéâtres, une extension de la bibliothèque, un parking souterrain, enfin un tas de trucs. Bon, comme ils ont construit entre-temps un amphithéâtre, ils ont cru les mêmes besoins.
Donc, finalement, il n'y a pas eu d'argent au contrat de plan État-région qui est en cours. Mais le rectorat garde bon espoir que pour le prochain plan État-région, on ait des financements. Alors, le programme, je ne sais pas du tout ce qui sera. Nous, on sera encore là. Peut-être qu'on en prend pour 10 ans, j'en sais rien. Bonjour. Moi j'avais une toute petite question sur la manière dont vous avez traité les sols. Aussi bien dans des coursives, voilà. Parce que je l'ai vu de près, l'effet est magnifique. Alors, dans la deuxième tranche, tous les rez-de-chaussée sont traités en béton poli avec une résine. On a encore une résine, c'est des bétons gris. Il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, mais on a voulu dissocier. C'est jamais très beau la manière dont le béton arrive sur des murs. Hein. C'est un peu dégoulinant, c'est pas très beau. On n'avait pas envie de mettre des plaintes en bois qui sont toujours un peu raboutées de façon un peu moche. Donc on a traité ça par des profilés en U qui sont des joints creux. C'est comme des méga joints creux. Et c'est un peu le principe qu'on a utilisé dans tout le bâtiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on articule, justement, c'est le titre de la conférence, mais à chaque fois qu'on articule de l'ancien avec du neuf, on l'articule par une pièce intermédiaire qui est soit un vide, là en l'occurrence un vide en creux, soit une verrière qui est comme un vide. Par exemple, dans l'amphithéâtre, on s'écarte. On fait toujours, on ne vient pas buter directement avec notre intervention neuve sur l'ancien. Et donc ce sol en béton poli, il s'arrête. Et du coup, ça fait une ligne très droite contre ce caniveau, entre guillemets, ces profils en U. Et dans la tranche 1, en fait, on a des carrelages au sol. Voilà. Et les sols qui sont rouges? Alors, les sols qui sont rouges, c'est du caoutchouc. C'est un matériau très naturel, le caoutchouc, très acoustique. On l'a utilisé beaucoup pour l'acoustique. Par contre, il n'est pas très facile il est facile d'entretien quand on sait l'entretenir. Et quand on met de l'eau, c'est une catastrophe. Donc il faut faire très attention avec ce sol. Mais voilà.